rentrer dans le vif du sujet de la soirée avec un premier exposé d'introduction. Ne te cache pas, Tariq. Donc, qui va être réalisé par Tariq Chechak. Donc, Tariq, pour te présenter rapidement, donc tu étais l'ancien directeur sciences et environnement de l'équipe Cousteau pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Aujourd'hui, donc, tu es directeur du pôle formation biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables. Tout à fait, Bruno. Et tu tenais aussi à ce que je n'oublie pas ta casquette de chef d'explorateur polaire, auquel tu tiens beaucoup. Voilà, bah, écoute, on t'a donné le défi d'essayer de présenter le biomimétisme en une vingtaine de minutes. Et donc, je te laisse la parole. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. C'est pas tellement que je tiens au fait d'être chef d'exploration polaire, plutôt chef d'expédition, mais par contre, je tiens à rappeler à quel point j'ai de la chance de fréquenter régulièrement tous les ans ces milieux dits extrêmes, et où on peut que s'émerveiller effectivement de la capacité du vivant à s'adapter à des conditions qui, pour nous, semblent presque impossibles à comprendre. Alors, déjà, effectivement, quand on parle de biomimétisme, il peut être intéressant de dire quelques mots sur le vivant. Et quelle prétention, en moins de 20 minutes, en quelques minutes, de parler de ce que c'est que la vie, mais peut-être commencer en disant à quel point cette planète héberge une vie magnifique. On est en train d'essayer de chercher la moindre bactérie sur une autre planète, et je suis persuadé qu'on découvrira peut-être des choses extraordinaires dans les prochaines décennies à ce sujet. Et on oublie un peu, comme quand on dit l'expression « on a avoir la tête dans le guidon ». Ceci dit, je trouve que c'est pas si mal, hein, l'Indigo nous l'a bien prouvé tout à l'heure. Mais parfois, on oublie à quel point on a une vie extraordinaire sur cette planète, la planète Terre. Et cette vie, elle est d'une diversité incroyable, plus de 30 millions d'espèces probablement, mais il n'y a qu'une toute petite partie qui est vraiment décrite par la science. On parle à peu près de un peu plus de 3 millions d'espèces. Et cette biodiversité, elle n'est pas neutre du tout. Elle est organisée en réseaux, c'est très très à la mode les réseaux avec les nouvelles technologies, et ces réseaux nous rendent toutes sortes de services en fait, mais c'est aussi une architecture réseau qu'il est important de comprendre, et j'ai vu dans la raison d'être d'Indigo l'importance de faire ressentir l'interdépendance. Eh bien, il y a des espèces comme le krill qui ressemble un peu à une crevette, qui sont des espèces clés. Si cette espèce a un problème, c'est tout le réseau subantarctique et antarctique qui a un problème. Il y a des espèces fondatrices, comme un castor qui va créer un nouveau milieu en construisant un barrage, et qui sont donc importantes de comprendre, et je sais que Paul a beaucoup exploré un petit peu aussi ces métaphores dans nos propres écosystèmes économiques. Est-ce qu'on a des espèces clés, des espèces fondatrices dont il faudrait prendre conscience? Et quelque part, la planète Terre pourrait être représentée un petit peu par ce tissu de la vie dont nous sommes nous-mêmes tissés, nous sommes un motif. Et l'interdépendance, ce sentiment de l'interdépendance, c'est crucial. Parce que souvent, on pense nature, sous-entendu nous d'un côté et la nature de l'autre, alors que nous sommes vraiment tissés de ces fils. Et on a connu une certaine stabilité avec la biosphère pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années, depuis qu'Homo sapiens existe, à peu près 200 000 ans. Et il y a eu des variations climatiques, mais la biosphère, on a eu quand même une certaine stabilité qui explique notre succès sur la planète Terre aussi. Et bien sûr, je parlais tout à l'heure de cette interdépendance pourvoyeuse de services. Les scientifiques la classent ça en 4 grands types de services qu'on appelle les services écosystémiques. Services d'approvisionnement, c'est toute la pêche, le bois, mais aussi les espèces qu'on a domestiquées pour l'agriculture. C'est aussi les sols qui, avant qu'on les remplace par la chimie, ont demandé plus d'un siècle au minimum d'existence d'une forêt. Les services de régulation, c'est par exemple sur un bassin versant, si vous avez une forêt qui pousse, qui va stocker du carbone, mais en même temps qui va empêcher qu'il y ait des coulées de boue, alors que si vous enlevez les arbres, vous pouvez vite avoir des catastrophes quand il y a des événements extrêmes. Service culturel, c'est le fait que vous aimiez vous promener dans une forêt près de chez vous avec votre famille, ou un site sacré pour un peuple. Et service d'appui, l'oxygène que nous respirons ne serait pas là s'il n'y avait pas eu la photosynthèse des plantes, par exemple. Tout ce qui soutient finalement l'ensemble. Et on a commencé à essayer de donner un prix à cette biodiversité en évaluant les services écosystémiques. Une des premières tentatives, c'était avec les abeilles. En 2007, service de pollinisation. On estimait qu'au niveau mondial, c'était l'équivalent de 153 milliards d'euros par an. Il y a eu bien d'autres études par la suite. Ça mériterait une conférence en soi.
Et avant de rentrer à proprement parler dans le biomimétisme, il est important de dire que, comme l'a montré Indigo à travers 30 ans d'existence, l'enjeu, c'est pas simplement imiter la nature, c'est essayer de répondre aux grands enjeux de société en observant les stratégies de la nature et en essayant de les adapter. Je voudrais peut-être résumer tous ces enjeux par quelques présentations comme celle-ci qui m'ont frappé quand je l'ai découverte en 2008. Ce que vous voyez, c'est l'impact de l'humanité sur l'océan mondial. Plus on est dans le rouge, plus l'impact est important. Ça comprend tous les types d'impact. Pollution, dégradation des fonds marins, etc. Surpêche également. Et il y a très très peu d'endroits, malgré l'immensité apparente de l'océan, qui ne sont pas modifiés par l'humain. Là, ce que vous allez voir ensuite, c'est l'équivalent pour les milieux terrestres. Là, quand c'est vert, c'est que ça a été assez peu modifié. Donc on se rend compte qu'on est dans une planète tellement modifiée par l'humain qu'on a parlé d'anthropocène, qu'on avait quitté l'holocène qui avait prévalu pendant 10 000 ans pour entrer dans une ère où géologiquement nous avons laissé nos marques, anthropos voulant dire humain en grec. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de pas mal de problèmes avec le climat, et on l'illustrera tout à l'heure, mais on oublie que quand même, une des grandes catastrophes que nous sommes en train de provoquer, c'est la disparition de la biosphère qui nous a accompagnés pendant très très longtemps et qui nous rend tellement de services. 39% des espèces terrestres depuis 1970, qui sont suivies par le WWF dans un indice, un groupe de population d'espèces, 76% pour les espèces d'eau douce, une baisse depuis les années 70, et près de 40% pour les espèces marines. Si je prends l'exemple des grands requins, des thons, 90% des populations de ces grands prédateurs des mers qui ont façonné les océans nous ont déjà quittés en termes de population. Je ne parle pas de disparition, mais de baisse d'effectifs dans ce cas. Et puis, pour le climat, bien sûr, peut-être une petite vidéo plutôt que des statistiques très très courtes qui montrent les anomalies de température, si elle veut bien se déclencher, voilà. Donc plus les anomalies de température sont grandes, plus on est dans le rouge. Vous avez la France et l'Europe quelque part ici, et ça parle de soi. Donc l'enjeu climatique, bien sûr, qui est, je pense, dans vos têtes à tous. Depuis la COP 21, il y a eu un vrai sursaut international avec quelques reculades en apparence, entre autres avec l'élection d'un président de l'autre côté de l'Atlantique, mais peut-être pour garder un esprit positif. J'ai jamais vu autant la société américaine se mobiliser depuis que Trump a été élu. Donc, quelque part, ça stimule peut-être aussi. Tout ça pour dire que, maintenant, pour parler du biomimétisme, il est nécessaire de se dire qu'il faut essayer de sortir de ces crises, non pas en réagissant simplement aux problèmes, mais en se donnant un cap. J'aime bien cette citation de Sénèque qui dit qu'il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. Donc c'est de se dire finalement où est-ce on désire aller, quelle est la direction souhaitable que l'on désire prendre. Et il y a plusieurs propositions sur la table. On en soit conscient ou pas, il y a des personnes qui nous proposent d'utiliser des réponses technologiques. Alors bien sûr, qui est contre ça pour faire voir un aveugle ou faire marcher un tétraplégique ? Mais on oublie un peu rapidement que la chirurgie esthétique, par exemple, avait été inventée pour réparer les gueules cassées à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc il y a des vraies questions à se poser sur vers où on va. Alors je ne dis pas que tout est forcément à jeter dans ces idées-là, mais en tout cas ça demande d'être discuté en société, et vous aurez compris que moi je me situe plutôt dans ce courant qui est le très humanisme, un humanisme élargi qui prend en compte l'interdépendance de l'humain avec la biosphère, l'atmosphère, l'eau, etc. Quand on parle de biomimétisme, on peut parler de 3 grands types: forme, matériaux, système. Et je vais prendre quelques exemples pour illustrer. Ce que vous voyez là, je le prends parce qu'il est assez connu en général. Ici, c'est cette fameuse combinaison qui permettait de rafler les médailles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a des Jeux Olympiques en 2000, tellement efficace qu'on a fini par l'interdire. Vous pourrez me dire, on est loin du développement durable. Mais effectivement, si vous mettez ce type de revêtement qui s'inspire des écailles de requin, ce que vous voyez là, c'est une denticule de requin qui est carénée, et ça, c'est un gros plan de la combinaison. Vous mettez ça sur un véhicule, vous réduisez les consommations d'énergie. Mais en plus de ça, le requin, qui est là sur cette planète depuis des millions d'années sans vraiment avoir changé, il a prouvé sa durabilité quelque part, eh bien, on se rend compte qu'en plus, aucune bactérie ne peut adhérer sur les écailles et sans aucun antibiotique. C'est-à-dire que ce sont des surfaces antibactériennes structurelles. Vous inventez un revêtement que vous mettez sur des poignées de porte dans les hôpitaux, sur les robinets, vous réduisez
les infections nosocomiales qui sont un vrai problème, et surtout vous n'utilisez pas d'antibiotiques pour ça. Si vous prenez maintenant la queue, on se rend compte que c'est une formidable forme pour transformer la force de mouvement en force de propulsion. Et si vous inversez le concept, que vous fixez ça au fond de l'océan, vous pouvez capter l'énergie des mers. Et c'est ce qu'a fait une start-up aussi en France qui s'appelle Il Energy, qui elle a utilisé le modèle de l'anguille. Et le créateur a dit: j'ai jamais vu de poisson avec des hélices, mais plutôt des membranes ondulantes. Donc il se passe pas mal de choses qui permettent, au-delà d'une innovation qui peut paraître un petit peu triviale, de s'inspirer d'organismes pour trouver des choses qui peuvent vraiment répondre à des enjeux énergétiques, par exemple. Là, ce que vous voyez, c'est un exemple très connu pour ceux qui connaissent un peu le biomimétisme. C'est l'exemple du Shinkansen, le TGV japonais. Et en fait, il traversait énormément de zones de tunnels qui provoquaient des phénomènes de compression. Et en travaillant avec, entre autres, des ingénieurs et un qui était passionné d'ornithologie, ils ont fini par trouver une analogie avec le martin-pêcheur, qui effectivement passe de l'air à l'eau, un milieu moins dense, un milieu plus dense, et de manière extrêmement efficace. Remarquez comment le nez de la locomotive ressemble au bec du martin-pêcheur, jusqu'aux rainures du bec qui en soufflerie ont montré leur efficacité. Ça a permis de faire baisser la consommation d'énergie et d'augmenter la vitesse. Mais ce que peu de gens savent, y compris ceux qui connaissent l'exemple du Shinkansen, c'est qu'il y a une autre innovation qui a été inspirée d'un autre organisme sur le Shinkansen. Et pour ça, je voudrais aussi vous montrer une courte vidéo. Je vais avoir besoin du son. To fly over a series of super sensitive microphones. Good girl. Oh, she's... Mo. And now, it's Kenza's turn. Jerry. Wow, that was pretty complete. No, nothing at all. Absolutely quiet. It was amazing. But what have the microphones picked up? The decibel waveforms show the sound being generated by the birds in flight. Each spike is an individual wing beat. But with the barn owl, there's almost nothing. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas de bruit? Est-ce que c'est pas extraordinaire de ce vol aussi silencieux de la chouette effraie? Bien sûr, parce qu'elle doit attraper des proies, contrairement aux pigeons. Et maintenant, si on essaie de comprendre comment elle fait, on se rend compte que sur certaines de ses plumes, il y a des petites ramifications très très fines qui permettent de casser les turbulences. Et si on applique ça sur le Shinkansen, sur une partie qu'on appelle le pantographe, vous savez, ce qui permet de connecter à l'électricité, à très haute vitesse, ça vibre, ça fait du bruit, mais ça provoque aussi par les vibrations des destructions mécaniques. Alors ils ont appliqué le principe de ce que vous voyez là, sur la plume, certaines plumes de la chouette effraie, sur le pantographe. Maintenant, vous pouvez imaginer des applications dans des tas d'autres domaines pour la réduction des nuisances sonores. Là, c'est un exemple, mais une même idée peut être appliquée dans tellement d'autres domaines. C'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Peu de gens connaissent cet exemple qui vient pourtant d'un exemple célèbre de biomimétisme. Maintenant, dans l'architecture, on est toujours dans la forme. J'aime beaucoup cet exemple aussi parce que ça vient de Achim Menges en Allemagne, l'université de Stuttgart, qui crée des bâtiments conceptuels. Et là, en fait, vous avez un bâtiment qui est capable d'ouvrir des opercules en fonction de l'humidité et de la température ambiante, sans aucune énergie. C'est complètement passif. Leur modèle, c'est la pomme de pin. Effectivement, en fonction de l'orientation des fibres, s'il fait chaud et humide, quand c'est le bon moment, la pomme s'ouvre et permet de libérer les graines. Et bien, en appliquant ce principe à ce bâtiment, vous avez une régulation de l'ambiance interne du bâtiment sans aucune consommation d'électricité. Et puis, maintenant, on va passer aux matériaux. Ce que vous voyez là, c'est une magnifique couleur sans pigment qui est celle du papillon morpho. Et déjà, ça inspire pour faire des couleurs structurelles, donc basées sur les propriétés de surface. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte, entre autres
Serge Berthier, qui a travaillé sur les ailes de Morpho, que c'était un formidable régulateur thermique. C'est-à-dire que le papillon ne doit pas surchauffer. Il est dans des climats tropicaux. Et en fait, les structurations de l'aile permettent de renvoyer des longueurs d'onde qui gardent une température en dessous de 40 degrés, qui est la température idéale pour le papillon. Vous appliquez ça sur des panneaux solaires, vous avez aussi une solution au problème de surchauffe des panneaux. Et il y a encore une fois des tas d'autres applications qui peuvent être imaginées. Ça, c'est sur les matériaux, avec l'exemple du Morpho. J'en ai sélectionné que quelques-uns pour vous, bien sûr. On n'a pas le temps d'en creuser beaucoup, mais je tenais beaucoup à parler aussi de la photosynthèse artificielle, parce que pour le moment, pour faire des panneaux solaires, on a besoin de terres rares, de haute pression, haute température, et que là, du coup, vous avez un modèle extraordinaire que sont les plantes, qui font tout ça dans de l'eau, à température ambiante et à pression ambiante. Et il y a bien sûr pas mal de personnes qui étudient ça, entre autres pour la fabrication, le stockage sous forme d'hydrogène, Marthe Fontcave du Collège de France. Il y a la possibilité aussi de fabriquer de l'eau, du verre dans de l'eau. Pour faire du verre, normalement, on a besoin de plus de 1000 degrés Celsius. Ce que vous voyez là, ce sont des squelettes de diatomées qui sont faits en silice, donc en verre. Et vous avez Jacques Livage et Clément Sanchez qui ont réussi à fabriquer du verre dans de l'eau, donc à température ambiante, pression ambiante dans de l'eau, où finalement l'eau remplace le feu. Le cahier des charges du vivant pour les matériaux. Température ambiante, pression ambiante, pas de polluants persistants, il y a des poisons, mais ils sont toujours biodégradables. L'eau comme solvant universel, en utilisant des éléments abondants plutôt que des éléments rares, donc des éléments présents autour de soi. Et pour finir, les systèmes. C'est un résumé d'une méta-analyse qui a été faite comparant le monde technologique au monde vivant à la fin des années 90 à l'université de Bath. Et regardez à quel point le vivant mise sur l'information par rapport à la consommation de matière ou d'énergie, contrairement au monde technologique. Effectivement, il est capable de s'optimiser, le monde vivant, grâce à la circulation de l'information. Alors quand on parle de système, on peut avoir cette grille de lecture par rapport aux déchets. C'est très intéressant de voir comment Indigo s'est impliqué sur ce thème et que finalement, on imite là un fonctionnement assez classique de tous les écosystèmes où un déchet est toujours une ressource pour quelqu'un d'autre, tout ça étant branché bien sûr sur l'énergie solaire grâce aux plantes. Et puis, on a également donc, la possibilité d'imaginer des symbioses industrielles où les déchets de lin, comme ceux à Kalundborg ici, où l'eau chaude est utilisée par la ville, le gypse par une entreprise de panneaux de plâtre, et on ferme en fait les flux de circulation de matière et d'énergie. On passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça peut être aussi une source d'inspiration pour les écosystèmes agricoles, où on passe d'un champ où finalement on remplace les plantes chaque année. Et tout ça à grand renfort de chimie, en imitant le fonctionnement d'une forêt où on fait collaborer les espèces. Ce sont des modèles comme la permaculture, l'agroforesterie, qui inspirent de plus en plus de gens à travers le monde. Et pour finir, y compris sur la gouvernance et le management, là vous voyez le fonctionnement non hiérarchique d'un écosystème. Ici un fonctionnement classique pyramidal. Je ne dis pas que c'est forcément ça vers quoi il faut toujours aller, mais en tout cas il y a de la création de valeur à tous les étages dans un récif de corail ou dans une forêt qui peut être extrêmement intéressante à étudier pour essayer peut-être de faire au minimum une hybridation. Pour finir, finalement, quelques informations sur le potentiel du biomimétisme. Ce que vous voyez là, c'est un indice qui s'appelle le Da Vinci Global, qui mesure en fait le développement du biomimétisme depuis les années 2000. Ça comprend les publications, les subventions, les brevets, etc. Et on s'est rendu compte d'une très très grande montée jusque en 2014 avec une légère flexion là. Et j'attends d'ailleurs les dernières informations pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, un potentiel qui n'a fait qu'exploser depuis ces dernières années. Kalina est parmi nous. Je ne vais pas parler trop du CBIOS, mais c'est un centre très important qui s'est créé pour coordonner un peu tous les efforts français et collaborer aussi au niveau international. Kalina nous en parlera. Et finalement, également pour dire que ce réseau en fait est assez unique par rapport au focus éco-conception. Il y a d'autres réseaux qui existent, mais qui sont plus sur le biomimétisme en général. Pas mal de publications, là aussi vous aurez accès à cette présentation si vous voulez, mais qui vous montre que la France s'intéresse de plus en plus au thème, avec une dernière publication à laquelle Emmanuel Delannoy a participé d'ailleurs,
sur la stratégie internationale pour la recherche à l'horizon 2030. Ou c'est plutôt celle-là à laquelle tu as participé, Emmanuel, si je me rappelle bien. Donc pas mal de rapports qui sont consultables en ligne et disponibles. Alors voilà l'idée, en gros, utiliser le biomimétisme pour prendre finalement en compte cette réalité qu'il n'y a pas de sphère économique en dehors de la sphère sociale et que nous sommes bien sûr inclus dans la biosphère et non pas à la rencontre des trois cercles comme on nous le présente souvent. C'est ça notre réalité, c'est ça le vaisseau sur lequel nous sommes, la planète Terre, planète vivante. Et c'est se dire que finalement, au pire, ça marche. Merci.